Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique de Redec. Et Pierrot aussi. Cette semaine, on délaisse un peu la littérature pour de la philo et on va parler de Notre-Dame-des-Landes, de Tocqueville et de démocratie. Générique. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. C'est arrivé près de chez nous. Le Premier ministre a annoncé l'abandon définitif du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en Loire-Atlantique. Cette semaine marque donc l'épilogue d'une histoire qui a commencé dans les années 60 et sur laquelle les gouvernements successifs se sont cassés les dents. Naturellement, l'abandon du projet ne ravit pas tout le monde, et nombreux sont les députés qui se rangent derrière l'avis de l'ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault. C'est un déni de démocratie. Pourquoi y aurait-il déni ? Parce qu'en 2016, François Hollande avait organisé un référendum restreint à la Loire-Atlantique pour laisser aux plus concernés le soin de décider de l'avenir du site. Premier problème, qui sont les plus concernés ? Est-ce que ce sont les habitants de Notre-Dame-des-Landes qui verront leur commune transformée? Ou bien le département tout entier qui profitera de l'aéroport? Ou encore les régions Pays de la Loire et Bretagne qui participeront au financement du projet? On suppose bien que selon l'échelle, le résultat ne sera pas le même. Quoi qu'il en soit, à l'occasion du référendum, 55% des votants s'étaient déclarés favorables à la construction de l'aéroport. Au cours de sa campagne, Emmanuel Macron avait promis qu'il respecterait ce résultat. Et pourtant, 17 janvier 2018, abandon du projet. Alors, Jean-Marc Ayrault a-t-il raison ? En fait, à notre avis, c'est plus compliqué que ça. La décision ne nie pas forcément les principes démocratiques. Au contraire, il est même probable qu'elle soit conforme à l'esprit de la démocratie à la française. On s'explique. La situation devant laquelle on se trouve, c'est celle de la tyrannie de la minorité. Autrement dit, les perdants du référendum ont obtenu gain de cause. Mais c'est loin d'être une grande première. En France, au cours de la Ve République, le gouvernement a presque toujours été mené à abandonner ses projets de loi s'il conduisait des centaines de milliers de personnes dans la rue. En 68, en 84, en 86, en 95, en 2006, en 2014 encore. À chaque fois, c'est ça qui s'est produit. Pourtant, des centaines de milliers de personnes, sur 47 millions d'adultes français, c'est minuscule, c'est à peine 1%. Alors que le gouvernement est celui d'un président qui a été élu par des millions de gens. Tout ça pour dire qu'en démocratie, on observe des cas de tyrannie de la minorité. C'est parce que les philosophes qui ont mis au point notre système politique, ou qui ont inspiré ceux qui l'ont mis au point, craignaient l'inverse par-dessus tout, la tyrannie de la majorité. C'est le propos de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Je regarde comme impie et détestable cette maxime qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple a le droit de tout faire. Et pourtant, je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même ? Pour répondre à cette question, prenons un exemple qui nous est donné par un autre philosophe, Herbert Spencer. Supposez que de deux races vivant ensemble, Celtes et Saxons par exemple, la plus nombreuse décida de faire des individus de l'autre race ses esclaves. L'autorité du plus grand nombre, en un tel cas, serait-elle valide ? Sinon, il y a quelque chose à quoi son autorité doit être subordonnée. En clair, une majorité qui choisit d'opprimer une minorité se comporte de façon tyrannique. Par conséquent, pour empêcher une telle situation, Tocqueville suggère que la légitimité de la majorité soit subordonnée à une autre légitimité plus élevée. Il existe une loi générale qui a été faite, ou du moins adoptée, non pas seulement par la majorité de tel ou tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes. Cette loi, c'est la justice. La justice forme donc la borne du droit de chaque peuple. La justice, aujourd'hui, on la comprend en des termes kantiens. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ce principe est au cœur de la Déclaration des droits de l'homme et il permet d'invalider des décisions du Parlement. Très concrètement, le Conseil constitutionnel peut casser les décisions votées par les représentants du peuple, conformément à ce qu'espérait Tocqueville. Mais c'est là qu'on arrive à notre problème. Rien de tel n'existe pour les référendums qui sont proposés par le gouvernement. Si demain, il propose de supprimer le droit de grève des cheminots et que la majorité des électeurs l'acceptent, eh bien le Conseil constitutionnel ne peut pas l'empêcher. Mais dans le cas d'un référendum local, c'est plus flou. On n'a pas demandé l'avis du peuple souverain, on a demandé l'avis d'une partie du peuple souverain. Et encore, une partie qui a été découpée, qui a été choisie, avec précaution. Ce n'est pas tout, il y a en France un consensus de plus en plus fort sur la protection de l'environnement. Dans les derniers sondages, la majorité des personnes interrogées ont accueilli avec satisfaction la décision d'abandonner le projet. Est-ce qu'on assiste à une sacralisation croissante de l'intérêt écologique ? La charte de l'environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005, n'était pas suffisante pour invalider le projet de construction de l'aéroport. Est-ce qu'on va se voir proposer à l'avenir une nouvelle charte qui va plus loin ? Entre nous, c'est assez probable. Est-ce qu'Emmanuel Macron a décidé d'abandonner le projet en pressentant cette évolution de la place de l'écologie dans le cœur des Français ? Sans doute pas. Il a surtout évité le débat de fond sur la question que souhaitent beaucoup de zadistes. Et c'est bien dommage.
Est-ce qu'une société plus mondialisée est désirable? Faut-il à tout prix réduire les distances pour étendre les marchés? Ces questions, le président les laisse s'éteindre d'elles-mêmes, en donnant aux zadistes ce qu'ils réclament, l'abandon du projet. Il les prend ainsi au jeu de leurs revendications et disperse des forces idéologiques bien encombrantes pour lui, le chef de la République une et indivisible. On profite de cette fin de vidéo pour vous recommander vivement la chaîne de Jimmy Magardo, qui fait partie des gens dont on aimerait qu'ils soient plus nombreux sur YouTube. C'est des clips musicaux avec contraintes, c'est une sacrée réussite et c'est surtout un taf de malade qu'il produit depuis très longtemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu et à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez nous faire des dons sur Tipeee si ça vous chante, ou simplement parler de nous à vos amis. A bientôt!